vraiment vous expliquer la philosophie du guide et puis l'articulation qu'il y a à travers toutes ces pages dans le guide. Donc si je reviens un peu sur l'éco-conception consiste à intégrer l'environnement dès la phase de conception d'un produit et surtout son ensemble du cycle de vie. Donc en agroalimentaire, on va essayer de voir comment ça peut se traduire, cette approche-là. Donc ce qu'on constate dans les filières agroalimentaires et dans les tendances qu'on peut voir dans l'agroalimentaire, en fait, il y a 4 grands axes stratégiques en éco-conception en agroalimentaire. Le premier est sur la phase agricole, donc c'est ce que vous a expliqué Vincent à travers le projet Agribalis, c'est comment je réduis l'empreinte environnementale pour créer 1 litre de lait, 1 kilo de viande, 1 kilo de légumes, etc. Une autre approche qui va être plutôt de l'axe des industriels, c'est comment je réduis l'impact environnemental de mon process industriel. C'est bien, je reçois des matières agricoles, et puis moi je dois les transformer pour après créer un produit et les livrer derrière. Donc comment je vais réduire cette approche dans mon usine. Une autre approche, c'est sur la logique emballage. Donc il y a les éco-organismes qui parlent d'éco-conception des emballages. L'emballage est un sujet qui est exploité depuis de nombreuses années dans les entreprises. Donc c'est quelque chose qui est déjà en place, même si on peut aller beaucoup plus loin, et on pourra le voir à travers le chapitre que je suis en train de décrire en ce moment. Et il y a une dernière tendance qui vient de sortir, c'est la lutte contre le gaspillage. Donc ça, c'est les 4 tendances qu'on peut retrouver en éco-conception en agroalimentaire. Alors ces tendances, elles sont justifiées, parce que si on regarde l'empreinte environnementale, par exemple, d'une bouteille d'eau, qui est un produit agroalimentaire absolument pas complexe. Par excellence, on ouvre un robinet, on remplit une bouteille, et on a fait son produit. Donc on se retrouve avec emballage, transport et distribution comme plus gros impact. Donc plus le produit est simple, plus on va se retrouver avec un profil environnemental de ce type-là. Sauf que dans l'industrie agroalimentaire, on est plutôt sur des produits complexes, donc dès qu'on va se retrouver sur des produits complexes, eh ben justement, c'est une autre phase qui va sortir, et c'est plutôt la phase agricole. Donc l'idée, c'est en éco-conception en agroalimentaire, c'est d'essayer de réduire l'empreinte environnementale de façon globale, donc sur cette phase agricole, mais aussi en essayant de balayer les autres étapes du cycle de vie. Le problème dans toutes les approches d'éco-conception qu'on a en éco-conception en agroalimentaire, c'est qu'en fait, on oublie pour qui on fait de l'éco-conception. Et en fait, on fait de l'éco-conception pour un client. On essaye de réduire l'empreinte environnementale, mais on ne parle pas au client. Et en plus, on court-circuite un échantillon quand on veut faire une chaîne, quand on veut faire de l'éco-conception en agroalimentaire. Ce sont les décideurs, ceux qui fabriquent les produits agroalimentaires. Et les décideurs, c'est le marketing et les formulateurs de produits. Et en fait, dans toutes les approches d'éco-conception qu'il existe en agroalimentaire, en fait, ils sont découplés de ces approches-là. Donc on perd le client et on perd aussi les décideurs dans les approches d'éco-conception qu'il existe. Alors je ne vous dis pas que ces approches, je me mets en opposition par rapport à ça, elles sont complémentaires. Ce que je veux dire, c'est la logique dans laquelle je propose l'éco-conception, c'est de partir plutôt des clients, de dire comment on parle, ces transformateurs et ces décideurs des produits vont parler à ces clients, et à partir de là, on va pouvoir changer les cahiers des charges et remonter dans l'échelle et reproposer toutes les stratégies d'éco-conception, parce que ces stratégies d'éco-conception qu'on aura fait dans ce niveau de décision, on saura les remonter en argumentaire client et dans les cahiers des charges auprès des décideurs. On a vu aussi la question de à quoi sert un produit agroalimentaire à travers l'unité fonctionnelle et dire réduire l'empreinte environnementale d'un produit agroalimentaire, c'est réduire l'empreinte de la fonction que va remplir le produit agroalimentaire. Donc ça sous-entend la problématique de la fonction d'un produit agroalimentaire. Donc dans le guide, il y a tout un chapitre qui parle de ça. Je ne vous représente pas ce qui a été fait par Alexandre. Mais dans un guide, en fait, on essaye de benchmarker toutes les possibilités en sachant qu'elles ont toutes du plus, du moins en fonction de ce qu'on peut avoir. Dans le guide, en fait, je me suis posé une première question, c'est quel était le processus de développement d'un produit agroalimentaire de façon classique. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de littérature que ça, malgré que l'industrie pèse des milliards d'euros en termes
en termes d'impact, enfin d'un terme économique, et bien finalement le processus n'était pas vraiment décrit. Il y avait beaucoup de littérature sur chaque étape, mais pas vraiment de façon macro et générique. L'idée, c'était de reprendre tout ce processus et dire, mais finalement, je vais décrire chaque étape de façon classique, et ensuite je vais dire qu'est-ce que ça veut dire dans un projet d'éco-conception à chaque étape de développement d'un produit agroalimentaire. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de réfléchir. Donc vous avez l'étape expliquée de façon générique, et en dessous, vous allez dire, dans un projet d'éco-conception, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans cette étape. Donc les étapes, elles sont celles qu'on a décrites, les sous-étapes sont celles-là. Donc bon, on va essayer de gagner du temps, on va avancer. Donc ensuite, le gros du guide, c'est les stratégies d'éco-conception. Et notamment, la plus grosse partie du guide, et ce que je sous-entends sur éco-conception en agroalimentaire, c'est que les stratégies, elles se prennent au niveau de la recette, au niveau du marketing, finalement, quand on définit le produit en lui-même. Donc, la grosse partie du guide concerne les stratégies sur la recette. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut agir sur l'approche éco-conception. Et notamment, influencer les cahiers des charges pour changer les filières, pour changer les emballages, pour changer les processus de fabrication, etc. Tout le cycle de vie qu'il y a derrière. Donc sur la recette, en fait, on a développé 16 stratégies liées à la formulation des recettes. Ce n'est pas exhaustif, on peut en trouver d'autres. Et puis dans ces stratégies, ces 16, on peut les décliner en plein de sous-stratégies aussi. Notamment quand on va sur des logiques, sur l'approche viande, par exemple, on peut en avoir des dizaines de stratégies derrière. Donc on a des choix, des stratégies basées sur les ingrédients. On a des choix basés sur la recette et l'organisation de l'entreprise. On a des approches liées sur des cas particuliers, tout ce qui est additif, édulcorant, approche de la satiété, les huiles végétales ou sur les farines. En sachant qu'il y a des stratégies où on a des réponses clairement établies, scientifiques, etc. Et qu'il y a des sujets, c'est purement prospectif, c'est des réflexions à avoir. Et c'est, attention, peut-être qu'on améliore d'un côté, par exemple, change pour une farine plus écologique, mais derrière, si j'ai 1 heure de cuisson en plus dans le four, est-ce que d'un côté, c'est plus écologique ou pas? Donc, ce genre de questions qu'on peut se poser pour essayer de réfléchir sur vraiment la globalité de l'empreinte environnementale du produit. Et ensuite, on a essayé de voir aussi les tendances, donc cuisine moléculaire et puis fait maison, qu'est-ce que ça sous-entendait par rapport à l'éco-conception. Donc tout ça est décliné, et ça c'est à peu près 120 pages dans le guide, donc c'est le gros du guide. Chaque stratégie, en fait, on l'a développée suivant plusieurs étapes. Le contexte, les enjeux par rapport à ce critère-là. Ensuite, la synthèse de l'état de connaissance qu'on avait sur cette approche-là vis-à-vis de l'environnement, notamment le programme Agribalis qui a beaucoup alimenté ce guide. Donc on a décortiqué ce qu'il y avait aussi dans la base de données Agribalis, qu'on a mis en relation les données pour voir ce que ça pouvait sous-entendre. Et les réflexions vis-à-vis de la recette par rapport à cet élément-là. Donc là, pour l'instant, on est très stratégie. Ce n'est pas spécialement intéressant. Donc ensuite, on a essayé de recoupler ça avec... donc, on a synthétisé ce qu'on voulait dire par ces stratégies-là. Mais ce qu'on propose derrière, en fait, c'est l'argumentaire client. C'est de reboucler la stratégie, le changement des cahiers des charges, avec l'argument qu'on va donner au client derrière. Donc c'est des arguments qu'il faut retravailler. Nous, on a proposé des phrases ou des éléments de réponse, des éléments qu'on pourrait mettre sur les packaging, expliquer aux consommateurs la démarche d'éco-conception qu'il y a derrière le produit. Mais bien sûr, il faudrait retravailler, voir chaque produit, le cas spécifique qu'il pourrait y avoir derrière. Donc ça, c'est le gros du guide. Ensuite, on a travaillé sur les pratiques vertueuses à la ferme. On s'est posé plusieurs questions. Donc, les critères de l'agriculture biologique, qu'est-ce que ça voulait dire? Parce qu'en fait, si je résume, éco-conception en agroalimentaire, depuis 20 ans, ça veut dire agriculture biologique. Donc un produit qui est fait avec des ingrédients biologiques. Puis ça y est, j'ai fait de l'éco-conception. L'idée du guide, c'est aussi de dire, ben, ça fait 20 ans qu'on fait ça, il faut peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin, essayer de proposer autre chose quand on parle d'éco-conception.
Donc je voulais voir où on en était par rapport à l'éco-conception en agroalimentaire, notamment par rapport au label biologique, en sachant qu'il y a des débats. L'objectif, c'est est-ce qu'on simplifie les critères d'accès au label biologique et on massifie sur toute l'Europe, ou est-ce que justement le label biologique, on le complexifie et ça devient un niveau d'excellence plus pointu. Donc ça, c'est des gros débats en ce moment, dire est-ce qu'on massifie ou est-ce qu'on le renforce à aller beaucoup plus loin. J'ai voulu aussi travailler sur l'approche agroécologie et industrie agroalimentaire. Qu'est-ce que voulait dire l'agroécologie? Quelle était la maturité de ce concept-là? Et qu'est-ce que ça voulait dire par rapport à l'industrie agroalimentaire et comment l'intégrer dans la formulation des recettes? Et ensuite, j'ai réfléchi, enfin on a réfléchi, mais ça c'est plus classique, sur fermes productrices d'énergie renouvelable. Donc ça c'est les grosses tendances, méthanisation, fermes solaires, etc. Ben, peut-être en parler aux clients et aux consommateurs, et peut-être que l'industriel pourrait encourager ses fournisseurs à passer à ces méthodes-là, justement pour pouvoir aller communiquer dessus. Et puis après, ferme moins intensive en usage du tracteur, donc sur toutes les approches autour de l'usage du tracteur. Bien sûr, il y a tous les engrais, tous les autres entrants, que je parle plutôt dans l'agroécologie, etc. Ensuite, les processus de transformation, donc ça c'est très cher à nos industriels parce qu'ils payent des factures de gaz, d'électricité, et du coup bah, ça les intéresse beaucoup, en sachant que bah, ce n'est pas forcément le plus gros impact en fait une ACV. Mais ils sont sensibilisés par ça parce qu'ils payent les factures. Donc j'ai repris le schéma, hier il y avait une intervention de l'ONU où on parlait des guides sur l'éco-innovation. L'ONU a sorti plusieurs guides, donc il y a une méthodologie générale et ils ont sorti 3 guides ensuite sur des secteurs d'activité, dont un qui est en agroalimentaire. Ce schéma-là est issu de ce guide-là sur l'agroalimentaire et grosso modo, il y a le processus au milieu pour créer les produits agroalimentaires. Il y a des entrants, il y a des sortants, comme dans tout système, et l'idée, c'est de diminuer certains, d'augmenter d'autres par rapport à l'approche qu'on pourrait en avoir. Donc voilà tous les processus qu'on a mis dans notre guide agroalimentaire, en sachant qu'on les a traités d'une certaine façon, on n'est pas du tout allé dans des logiques ACV, etc. On a proposé ce que ça voulait dire sur chacun de ces procédés-là, avec les entrants et les sortants. On a extrait tout ce qui était le produit agroalimentaire entrant et le produit agroalimentaire sortant, on s'est intéressé plutôt aux autres flux. Et grosso modo, on leur propose aux industriels de mettre des approches d'indicateurs par rapport au flux. Voilà. Ensuite, si je vais sur les emballages, là, on a une approche. Si on reprend un peu tous les guides qui existent, il existe plein de guides en éco-conception dans les emballages. Si on reprend tous les guides, grosso modo, nous avons une approche cycle de vie, grosso modo, sur l'ensemble du cycle de vie d'un emballage. Moi, je me suis posé la question à l'envers en disant, mais finalement, un emballage, il répond à des fonctions. Et quand je présente l'éco-conception, je dis que l'éco-conception, c'est une approche de compromis. C'est une approche de compromis entre plein d'éléments. Entre la faisabilité technique, entre les contraintes environnementales, le coût, la maîtrise des technologies, etc., etc. Mais ça peut être aussi une approche de compromis dans les fonctions. Donc, on s'est reposé la question, enfin, on ne s'est pas reposé la question, on est allé chercher les guides qui parlent bien des fonctions de l'emballage et on a ressorti les fonctions de l'emballage. Ils nous les découpent sous cet angle-là. Et l'approche que je mène dans le chapitre sur une 60aine de pages, c'est de coupler une approche cycle de vie avec une approche fonctionnelle autour des emballages. Donc se reposer les bonnes questions autour de la fonction de l'emballage, à quoi sert l'emballage, et si je fais évoluer mon emballage d'une certaine façon, quelle fonction ça fait évoluer, et comment je peux pallier à ça par d'autres stratégies pour combler à ces fonctions-là, ou je fais le choix de rogner sur cette fonction et de diminuer cette fonction-là parce qu'elle était surdimensionnée. Donc voilà l'approche que je suis en train de développer en ce moment. Ensuite, l'utilisation des produits. L'utilisation des produits, vous allez voir, c'est relativement simple. Ça touche relativement que des consignes utilisateurs qui reprend sur l'ensemble du cycle de vie, sur quelle est la façon de cuire le produit, de la conserver, etc., etc., limiter le gaspillage, toutes ces approches-là. On va retrouver aussi cette approche de consigne, mais on peut aussi avoir d'autres stratégies qui se couplent à ça, sur limiter le gaspillage,
sur la limite du gaspillage, ça c'était un vrai sujet. Est-ce que je place le gaspillage dans chaque étape du cycle de vie ou est-ce que je le traite dans un chapitre à part, en sachant que le chapitre à part reprend toutes les étapes du cycle de vie? Bon, vous allez me dire, c'est vraiment que mon problème, pas le vôtre. Et du coup, j'ai créé un chapitre qui développe que ça, et où on reprend en fait la logique cycle de vie, et on repasse tout le cycle de vie avec toutes les logiques qu'on pourra avoir par rapport à limiter le gaspillage dans l'industrie agroalimentaire. Si je continue, dans les annexes, en fin de guide, en fait, on a proposé une matrice qui va vous permettre d'analyser vos produits agroalimentaires dans l'optique de faire de l'éco-conception. Donc vous avez toute une partie de la grille qui se fait sur la formulation de la recette. Donc vous allez retrouver les 16 stratégies que je développe dans le guide. Ensuite, vous allez avoir sur l'approche agricole, sur l'approche de la transformation, sur les emballages, enfin sur la logistique plutôt, sur les emballages, sur la préparation et dégustation et sur le gaspillage. Donc il y a une matrice qui présente à peu près 7 ou 8 pages avec des cases vides et qui reprend l'ensemble du guide et des stratégies qu'il y a dedans et qui vous permet de vous évaluer, de vous auto-évaluer par rapport à ça. On n'est pas dans une approche ACV, on n'est pas dans l'approche quantitative, on est dans l'approche purement qualitative où vous allez vous dire où vous en êtes par rapport à tel ou tel critère. Et après, vous dire quelle est la perspective de l'amélioration qu'on pourra avoir derrière. On a créé aussi une étude marketing, donc ça c'est aussi dans la fin du guide, sur comment les industriels communiquent. Parce que ma clé d'entrée, en fait, pour promouvoir l'éco-conception, c'est dire, mais comment les industriels communiquent sur cette question-là, de l'environnement? Ok, le label bio. Mais comment on communique au-delà de label bio? Et c'était ça qui était intéressant, c'était de voir les entreprises qui se positionnent sur ce créneau-là, qu'est-ce qu'elles racontent à leurs consommateurs. Donc on a essayé d'analyser ça, quels étaient le type d'arguments, et si ces argumentaires étaient crédibles, ou la façon dont ils amenaient ces arguments était crédible. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que dans les annexes, si vous voulez faire une analyse du cycle de vie, en fait, les analyses du cycle de vie, il y a déjà des gens qui les ont fait pour vous, type groupe Casino. Donc, le groupe Casino, dans le guide d'éco-conception en agroalimentaire, en fait, vous avez la synthèse de 87 produits qui représentent à peu près tous les rayons d'un supermarché et qui vous dit l'impact sur 3 indicateurs environnementaux est réparti dans le cycle de vie d'un produit. Alors bien sûr, comme c'est accessible, c'est gratuit et que vous pouvez y avoir accès, vous n'avez pas le détail de savoir dans la salade traiteur si c'est le jambon, le blé, etc. qui est impactant. Vous savez que l'impact phase agricole, eh ben, elle fait 37% et vous vous arrêtez là. Donc, vous n'avez pas l'étude derrière et il faut pousser plus loin. Mais si vous êtes un industriel et que vous faites un produit, déjà, allez voir ce qui se fait déjà en termes d'impact. Ça vous déjà donne où sont la répartition des impacts. Si vous avez besoin de creuser pour aller plus loin dans les enjeux.